Nous sommes le jeudi 19 octobre 2023. Ici Danick Julien et votre bulletin régional Info CJSR. Cette semaine, on discute avec Chantal Rouleau, la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire. La table de concertation alimentaire de Portneuf tenait cette semaine sa journée de réflexion. Charles Laviolette était sur place. Un nouveau chantier éducatif a été lancé au lac Simon par la CAPSA. Nous avons un reportage pour vous. Et finalement, Aubert Tremblay nous offre aussi un reportage sur le lancement du quai symphonique de Donnacona. Bonne émission à tous. Ici, on se crée des souvenirs au fil des saisons et on vit au rythme de nos passions. Ici, quand l'aventure nous appelle, on répond. Ici, à Saint-Raymond, ma destination pour un séjour plein air réussi. C'est aujourd'hui qu'a eu lieu la rencontre de la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, Mme Chantal Rouleau, avec plusieurs organismes communautaires de Portneuf. Animée par le député Vincent Caron, nous avons discuté avec elle après la table ronde en compagnie de Gaétan Genois du Courrier de Portneuf. Évidemment, les organismes portneuvois peuvent avoir des demandes pour le ministère. On écoute Chantal Rouleau à ce sujet. En fait, souvent les organismes vont dire on aimerait avoir un petit peu plus de financement. Bon. Alors, je rappelle qu'on a un plan d'action gouvernemental, le PAGAC, là, qu'on appelle, qui est un plan d'action doté d'une enveloppe de 1,1 milliard, où il y a 888 millions qui sert au rehaussement du financement à la mission des organismes, et puis 200 millions de mesures pour aider les organismes à mieux garder leurs employés, là, pour améliorer les mesures là, de rétention des employés dans les organismes. Alors, on a discuté un petit peu de ça, mais surtout, ils ont discuté des enjeux ici, du territoire. C'est un grand territoire, des organismes qui doivent subvenir aux besoins d'une population qui a des besoins de plus en plus importants. On parle d'aide alimentaire, on parle des aînés, on parle des femmes, on parle des jeunes, on parle de décrochage, etc. Alors, ce sont les discussions que nous avons eues pour voir, est-ce qu'il y a des solutions à tout ça? Puis moi, je leur ai parlé de mon plan de match, ce sur quoi je travaille actuellement. Donc, le plan de lutte à la pauvreté, le 4e plan de lutte à la pauvreté. Donc, aujourd'hui, j'ai entendu des choses qui sont intéressantes. Aussi, je travaille sur la modernisation de la loi sur l'assistance sociale. Et puis, ça pourra aider éventuellement, lorsque cette loi-là sera adoptée, je pense que ça va aider les gens. La réalité vis-à-vis la pauvreté dans la région de Portneuf peut être quelque peu différente de la réalité dans la capitale nationale, par exemple. Voici à nouveau la ministre concernant l'importance de rencontres comme celle-ci, suivie des commentaires de Vincent Caron. D'entendre, évidemment, d'écouter, d'avoir la disponibilité, puis l'ouverture pour accueillir tous ces propos-là. Que j'ai quand même, je dois dire, là,
J'entends des choses semblables à travers les différentes régions du Québec. Oui, oui. Certaines particularités. Mais ici, il y a des particularités. Là. Port-Neuf, c'est Port-Neuf. Puis il y a une grande fierté et puis qu'il faut reconnaître. Et puis, vraiment, ça a été... Puis il y avait un peu d'humour dans tout ça. Oui, bon. Alors, c'est... Est-ce qu'il y a un petit peu plus de besoins que dans d'autres régions? Bien, les Il y en a besoins. On partout. parle de besoins. Le logement, c'est partout, on le sait. L'aide alimentaire, c'est partout parce qu'en fait, le coût de la vie touche tout le monde, aussi dramatiquement partout. Autant en milieu urbain qu'en milieu plus rural ou plus où la population est un peu plus dispersée. Alors les enjeux peuvent être différents parce que si la population est plus dispersée, bien, il faut quand même aller atteindre ces gens-là pour leur offrir des services. Il faut briser l'isolement. Il faut avoir les outils pour le faire. Alors, et puis, vraiment, c'est de ça là, dont on a pu discuter. Si je peux me permettre, justement, habituellement, les ministres, lorsqu'ils ou elles entreprennent une tournée du Québec, vont dans chacune des régions. Et nous, Port-Neuf, on appartient bien entendu à la capitale nationale, sauf que la réalité de Port-Neuf est quelque peu différente quand même de celle qu'on trouve au Québec intramuros. Ne serait-ce que la pauvreté, qu'elle soit à Québec ou ici, elle est identique, mais quand on y ajoute l'enjeu de transport ou d'éloignement, c'est pour ça que je tenais à ce que la ministre puisse venir rencontrer nos organismes, parce que, en effet, on n'est pas une particularité, mais on est un peu différent de ce qui se passe à l'intérieur de la ville de Québec. Donc c'est pour ça que ce son de cloche est intéressant à entendre lorsqu'on est en train d'élaborer un nouveau plan, justement. Le processus de sélection des intervenants à cette rencontre a en partie été décidé par Vincent Caron. On l'écoute à nouveau. Que le député. En fait, la manière dont ça s'est passé, parce que, en effet, dès lors qu'on a indiqué que la ministre venait nous rencontrer, on l'a fait savoir, et puis là, il y avait quasiment plus de gens que ne pouvait en accueillir la salle. Donc là, on s'est dit, essayons de nous organiser pour être au maximum représentatif. Et il y a eu un travail qui s'est fait préalablement avec l'ensemble des intervenants pour nommer telle et telle personne pour pouvoir s'adresser à Chantal et exposer les enjeux qu'on trouve ici. Donc ça n'a pas été sélectif, pas du tout. Au contraire, encore une fois, l'image de Port-Neuf, c'est le fruit d'un travail de concertation et puis le reflet de ce qui a été dit aujourd'hui à la ministre et le reflet réellement de ce qu'on... Monsieur Caron, vous qui êtes le député de Port-Neuf, vous connaissez les acteurs du milieu qui étaient présents aujourd'hui. Selon vous, est-ce qu'ils ont apprécié justement participer à cet exercice-là? Je pense en tout cas, les sourires ont témoigné et aussi tous les commentaires. On est sorti pour prendre une petite photo et tout le monde était vraiment enchanté. Vous savez, c'est toujours... Les gens considèrent ça, nous on trouve ça normal de bien entendu écouter, mais les gens considèrent que c'était un privilège de pouvoir passer quelques instants comme ça avec la ministre pour pouvoir adresser quels sont les vrais enjeux. Alors vraiment je pense que ça a été à la satisfaction de tous, et puis c'est pour ça que c'est important de toujours rappeler que la communication est essentielle, et aujourd'hui ça en a été la démonstration. Dans un autre sujet maintenant, ce lundi avait lieu le conseil de ville de Saint-Raymond. Comme à l'habitude, plusieurs sujets ont été discutés lors de cette assemblée. Premièrement, il faut savoir que la ville a commencé à prévoir sa saison hivernale, alors qu'elle a envoyé plusieurs lettres à certains propriétaires, notamment de la rue Saint-Pierre, afin de prévenir les déchargements de neige des toitures cet hiver. Lors de la première période de questions de cette assemblée, un citoyen a questionné le maire Claude Duplain concernant la pertinence de ces lettres qui informent les citoyens du quartier que des amendes peuvent être distribuées si la neige sur leur toiture est jugée dangereuse. On écoute Claude Duplain à ce sujet. Par cœur, 35 citoyens. Mais il y a 90 lettres qui ont été envoyées. Pas 35, c'est 35, c'est un autre cas. 90 lettres qui ont été envoyées. C'est la sécurité publique qui a fait le tour de toutes les maisons où les toitures risquent de se décharger dans la rue. Ça fait plusieurs années qu'on avait donné des avis. On a commencé à donner des infractions l'année passée suite à des avis. Et là, on s'y prend de bonne heure pour envoyer les lettres. On a envoyé les 90 lettres à tout le monde. Oui.
leur disant, leur répétant que leur toiture est dangereuse. Et donc, on vous demande de faire des rectifications. Il suffit de mettre, souvent, c'est de mettre un arrêt de neige sur la toiture. Il faut savoir qu'une amende de 300 $ est prévue par la Ville en plus de 159 $ de frais si une toiture est jugée dangereuse. Le maire a expliqué que la Ville souhaitait prendre de l'avance pour éviter des déchargements. Comme l'an passé, certains déchargements ont bloqué une partie de la rue Saint-Joseph. Dans un autre dossier maintenant, le maire de Saint-Raymond a parlé au nom de la Ville afin de rendre hommage à feu Yvon Genois qui nous a quittés dernièrement. M. Genois s'est beaucoup impliqué à Saint-Raymond, notamment comme il s'occupait de l'éducation physique et aussi de la gymnastique par le passé. M. Genois a également été directeur de l'école secondaire Louis Jobin pendant plusieurs années dans sa carrière. L'équipe municipale a profité de l'Assemblée pour donner ses sympathies aux proches de M. Genois. La Ville met maintenant en garde sa population quant à la présence d'entreprises faisant du colportage agressif sur son territoire. En effet, Claude Duplain indique que l'entreprise Gestion YFB proposait aux citoyens de respecter l'entre-trois de leur domicile et opérait également un service de nettoyage. Il faut savoir qu'à Saint-Raymond, il est interdit aux entreprises de procéder d'une manière telle qu'elle était sur le territoire de Saint-Raymond, à l'exception d'avoir un permis qui est émis par la Ville, ce que l'entreprise n'avait pas. Saint-Raymond demande à ses citoyens de dénoncer le colportage qui a lieu sur son territoire. Et finalement, une dernière nouvelle concernant le dernier conseil de Saint-Raymond. En fait, un contrat a été octroyé afin de permettre l'installation de nouveaux modules de jeu dans 2 parcs de Saint-Raymond. Ces parcs sont situés au centre-ville et à Bourg-Louis. On entend la directrice générale, Chantal Plamondon. Donc, notre directeur du service des loisirs est allé par invitation auprès de 2 fournisseurs, soit Équipement récréatif Jean-Bette et les ateliers Go-Élan. Suite à l'ouverture des soumissions et à l'analyse des propositions, il y a lieu de confirmer le contrat à l'entreprise Équipement récréatif Jean-Bette pour l'achat des modules de jeux récréatifs pour les 2 parcs. Donc, le premier parc qui va être situé dans le parc Alban-Robitaille et le second qui va être aménagé dans le secteur Bourg-Louis. Donc, tout ça sera installé en 2024, évidemment. Le montant total est approximativement à 50 000 $ pour ces modules. Et selon le conseil, le parc de Bourg-Louis est très attendu par les gens du secteur. À Pont-Rouge, maintenant, le Moulin Marcoux, populaire salle de spectacle, a une nouvelle directrice générale. En effet, il y a un peu plus d'1 mois, le conseil d'administration de la Corporation des lieux historiques de Pont-Rouge a annoncé l'entrée en poste de Mme Émilie Vanasse comme nouvelle directrice. La corporation qui gère en fait le Moulin Marcoux, tout comme le site d'Éry. Pour parler de son entrée en poste et de sa vision pour le Moulin Marcoux, je vais rejoindre à l'instant Mme Vanasse. Émilie, bonsoir. Bonsoir, Danick. Merci d'avoir accepté l'invitation de CJSR. C'est un plaisir pour moi d'être ici ce soir. Et le plaisir est partagé. Émilie, tu es la nouvelle directrice générale du Moulin Marcoux et du site d'Éry. Avant de parler un peu de ta vision pour le Moulin Marcoux, est-ce que tu pourrais te présenter pour notre auditoire? Bien sûr, moi, je suis une petite fille de Quaticook à la base, donc une région qui ressemble pour moi quand même à Pont-Rouge au niveau du profil socio-économique, des activités socio-économiques aussi, l'agriculture et tout ça. Mais sinon, plus professionnellement, je suis récréologue de formation, donc un cours en loisirs, culture et tourisme, ce qui m'a amenée depuis toujours, en fait, à œuvrer dans le milieu de la culture, surtout au niveau de la relève artistique. Donc, j'ai travaillé longtemps dans les cégeps, où j'avais des projets relève, où j'accompagnais des jeunes dans cégep en spectacle, tout ça. J'ai travaillé longtemps aussi dans des salles de spectacle. Fait que c'est ça qui m'a amenée à avoir envie d'être directrice générale d'une salle de spectacle, même que ça fait partie de ma bucket list professionnelle depuis assez longtemps. Donc, c'est une grande fierté pour moi de joindre l'équipe de la corporation et du Moulin Marcoux. Donc, l'événementiel, c'est quelque chose là, qui te passionne déjà. Là. Ça fait partie de mon ADN, je dirais, depuis le secondaire, où je suis très impliquée
en événementiel. J'avais même ma compagnie en oui, événementiel OK. à moi, juste avant d'être directrice générale du Moulin Marcoux. C'est vraiment mon profil principal, événementiel, culture. Voilà. Dans ta carrière, Émilie, est-ce que tu avais déjà opéré une salle de spectacle? Là, tu l'as dit un peu, hein? Ma bucket list, Ouais. on comprend que ça n'avait pas été fait encore. J'avais jamais vraiment géré une salle de spectacle en tant que telle, mais entre autres au Cégep Garneau, où j'y ai travaillé pendant 6 ans environ, j'étais productrice et diffuseur de spectacles, surtout amateurs, évidemment. Ouais. Donc, on avait plusieurs productions artistiques où j'avais à engager, dans le fond, à former l'équipe artistique et m'occuper de la logistique de A à Z, en plus de diffuser certains spectacles qu'on voulait faire avec les profs, surtout là, dans un esprit de médiation culturelle, puis aussi de compétences transversales. Donc, j'ai déjà mis les pieds là-dedans. Pour ceux qui nous écoutent, le métier de directrice générale d'une salle Ouais. de spectacle, à quoi ça peut s'apparenter? En fait, c'est quoi les tâches d'une directrice générale? Toutes les tâches connexes? Comment ça C'est fonctionne? sûr que dans une petite salle de spectacle comme le Moulin Marcoux, il y a beaucoup de toutes tâches connexes. Ouais. Ce qui me plaît bien, parce que je pense que je suis une personne qui est versatile, polyvalente, qui a envie d'être touche-à-tout aussi, qui ne serait pas bien juste derrière un bureau. Ouais. Mais si on regarde vraiment au niveau de la direction générale, on va parler beaucoup d'attacher les liens, de faire les liens avec les partenaires, de rechercher le financement, donc les subventions disponibles. Puis effectivement, ça va se rattacher avec ta prochaine question probablement, mais au niveau de la vision, de la mission Ouais. de la corporation, comment faire avancer le Moulin Marcoux, la corporation des lieux historiques de Pont-Rouge plus loin vers ses objectifs, puis aussi de développer. Donc c'est vraiment comme ça que je vois mon rôle, en plus évidemment d'accompagner mon équipe puis de guider le CA là, pour arriver à nos fins. Et évidemment, quelle est ta mission pour le Moulin Marcoux? Bon, c'est sûr que moi, je viens d'arriver au Moulin, là, ça fait à peu près un mois. J'ai des idées de grandeur. Moi, je suis une fille d'événementiel. Je voudrais revirer le monde à l'envers. Mais je pense qu'au bout de la ligne, ma vision, c'est vraiment de diffuser de la culture. Pour moi, ça a toujours été important que la culture se fasse voir, qu'on consomme de la culture comme citoyen, mais du plus jeune âge dans le fond, pour tout le monde. Là. C'est important que tout le monde puisse consommer de la culture. Fait que pour moi, c'est important de diffuser de la culture qui va être différente, qui va plaire à tout le monde, mais qui va aussi avoir un côté où on apprend, où on découvre. J'aime beaucoup, c'est sûr que moi, je suis une fille de relève. Par contre, je comprends que des fois, la relève, ça fait un petit peu peur. Donc, pour moi, c'est vraiment d'aller faire le maillage entre les têtes d'affiche qu'on peut appeler et la relève pour vraiment faire connaître la culture aux gens. Puis c'est aussi de redonner un peu le Moulin à sa communauté. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de belles idées. C'est tellement un beau lieu, le Moulin. N'importe qui rentre au Moulin tombe sous le charme. Donc, de vraiment que la communauté de Pont-Rouge et même de Port-Neuf habitent ce lieu-là et viennent pour en profiter et manger de la culture. Donc, je pense que c'est ça ma plus grande vision, c'est d'avoir toujours un lieu qui est vivant puis qui est animé autant par les citoyens que par les artistes. Et Émilie, dans ton travail de directrice générale, évidemment, on veut connaître un peu tout ce qui se passe dans la culture. Il y avait le réseau des organisateurs de spectacles de l'Est du Québec la semaine dernière, le ROSEC. Tu y étais. Qu'est-ce que tu as retiré de cette rencontre-là là, avec le ROSEC? Ça a été une rencontre, ma foi, tellement enrichissante puis sur plusieurs plans. Donc, à la base, le rassemblement du ROSEC, c'est vraiment pour aller découvrir des artistes. Donc, il y a des vitrines. Je pense qu'il y a une journée où j'ai vu 20 spectacles dans la même journée. C'est des spectacles de 20 minutes avec des petites entrevues avec les artistes, mais 20 dans une journée. Il y a des artistes qui vont là. Oui, en fait, c'est vraiment ça. C'est vraiment un rendez-vous où il va y avoir des rencontres entre les agences de spectacles, les diffuseurs et les artistes. Donc, on est là, on a des rencontres avec les réseaux diffuseurs pour parler des grandes problématiques du réseau ou des enjeux ou, en fait, des bons coups aussi. Donc, il y a beaucoup de partage entre les diffuseurs. Ensuite, il y a beaucoup de vitrines, donc ce qu'on appelle où on voit des nouveaux artistes ou des artistes qu'on connaît déjà qui viennent nous présenter un nouveau projet. Puis ensuite de ça, il y a beaucoup de rencontres avec les agences pour, bon, OK, vers quoi on s'enligne? Qui est en tournée dans les artistes la prochaine saison? Qu'est-ce qui peut rentrer dans ma salle? Tout ça. Donc, énormément de réseautage. Moi, j'arrivais là avec un œil de nouvelles diffuseurs. Donc, je connais bien le milieu. Je connaissais plus d'artistes
que de diffuseurs ou que d'agents. Tu sais, Ouais. j'avais déjà des contacts avec des artistes que j'étais super contente de retrouver là-bas. Fait que j'arrivais avec vraiment un esprit d'aller apprendre mon métier de diffuseur, même si je connais le travail. Je pense que c'est un métier qui est plus large que juste de booker des spectacles. Ouais. Fait que j'ai fait beaucoup de réseautage. J'ai pris le temps de parler à mes collègues diffuseurs. J'ai pris le temps de parler avec les artistes aussi. Et bien sûr, de voir beaucoup de spectacles. Il reste du temps? Je peux-tu vous faire un petit top 3 de mes artistes préférés que j'ai vus? Rapidement, oui. Rapidement. OK. Je vous invite à aller découvrir Shinako, quelque chose qui est super dansant. Ensuite, Les Lunatiques, qui m'ont vraiment accroché, qui est le band de garage d'Ariane Roy. OK. Et sinon, j'irais aussi avec La Charpie, qui est très, très, très rafraîchissante, qui va être une artiste entre le slam et la poésie, mais aussi, tu sais, très, très crunchy dans ses textes. Une petite saveur féministe. Puis c'est une ancienne soprano, en fait. OK. Donc, on a vraiment... on s'en va dans les envolées lyriques aussi. Ce serait mes petites découvertes pour vous. En terminant l'entrevue, Émilie Vanasse, directrice générale du Moulin Marcoux, il y a encore des spectacles là, pour le Moulin. Est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce qui attend Bien les spectateurs? On est super fiers et contents d'avoir une fin de saison aussi presque complète, en fait. On affiche presque complet pour tous nos spectacles. Cette semaine, demain, on a Franklin Electric. Primeur, je vais demain libérer 4 billets pour Franklin Electric. Donc, soyez à l'affût sur nos réseaux sociaux. Ensuite, la semaine prochaine, Pierre Flynn qui est complet aussi. Sinon, on a De Tout, un duo de créole qui donne dans le blues jazz. Donc, je pense que ça va être vraiment une belle découverte. Et on finit la saison avec François Léveillé et Dan Bigra. Donc, il reste encore quelques billets. Là, il faut faire vite. Émilie, merci beaucoup d'avoir été des nôtres ce soir pour parler du Moulin et félicitations là, pour tes nouvelles fonctions. Merci beaucoup de m'avoir invité. Merci à toi. Bye-bye. On poursuit maintenant dans le bulletin d'information. La table de concertation alimentaire de Portneuf tenait ce mardi sa 6e édition de la journée de réflexion en sécurité alimentaire de la région de Portneuf. Le tout s'est passé justement au Moulin Marcoux. Le but de cette journée, c'est de regrouper les différents acteurs du milieu afin d'améliorer la sécurité alimentaire dans Portneuf. Pour l'occasion, mon collègue journaliste Charles Laviolette était sur place. Il s'est entretenu avec Sylvie Germain, la coordonnatrice principale de la table. On écoute son reportage. Bonjour, Sylvie Germain, coordonnatrice principale de la table de concertation en sécurité alimentaire de Portneuf. C'est la 6e édition de la journée de réflexion en sécurité alimentaire de la région de Portneuf, donc qui réunit là, près de 70 acteurs qui œuvrent ensemble pour améliorer la sécurité alimentaire dans Portneuf, notamment là, pour faciliter l'accès à de l'alimentation saine en quantité suffisante pour tous les citoyens de Portneuf. Dans Portneuf, tout comme ailleurs là, dans la province de Québec, on constate là, une augmentation des besoins d'ordre alimentaire, donc les ressources d'aide alimentaire qui œuvrent là, sur l'ensemble du territoire de la MRC nous ont rapporté qu'il y a vraiment une augmentation au niveau du nombre d'aides alimentaires, que ce soit auprès de la clientèle habituelle, donc des personnes sans revenu d'emploi, mais également de plus en plus de ménages, de jeunes familles, de retraités qui ont un revenu d'emploi, mais qui n'est pas suffisant là, à pourvoir à pallier à l'augmentation du coût de la vie, à l'inflation du panier d'épicerie. Oui, dans le contexte actuel, là, les différentes initiatives de la table de concertation sur les différents maillons du système alimentaire régional sont essentielles pour soutenir les différentes ressources d'aide de proximité dans la région. Donc, ils ont des problématiques au niveau de l'approvisionnement en denrées fraîches, également là, au niveau, ils ont des besoins d'ordre au niveau des ressources humaines,
des ressources matérielles et financières. Donc, la table de concertation, on agit en soutien aux différents services d'aide alimentaire. Puis, on arrime aussi les besoins des personnes vulnérables avec les différentes ressources d'aide alimentaire. Également, on peut agir en augmentant là, les denrées qui sont récupérées et redistribuées sur l'ensemble du réseau d'aide alimentaire de Portneuf. La table de concertation en sécurité alimentaire a été capable d'embaucher une deuxième ressource là, pour pouvoir aller chercher davantage de denrées récupérables sur l'ensemble du territoire de Portneuf. Et pour ce faire, on avait besoin d'un deuxième camion réfrigéré pour pouvoir transporter l'ensemble des denrées récupérables et les rediriger vers les ressources d'aide alimentaire, les frigos solidaires. Alors, la MRC de Portneuf, le Conseil des maires ont répondu à l'appel et ils ont été chercher un financement de 94 000 via le Fonds régional de la capitale nationale, justement pour acheter un deuxième camion réfrigéré qui va nous permettre là, de couvrir encore plus de territoire et d'avoir des routes plus fréquentes. Donc, on va pouvoir aller récupérer et redistribuer des denrées chaque jour de la semaine. Pour les prochaines années, on va plus consolider les projets actuels, mais on veut accroître le nombre de partenaires agricoles, d'entreprises agroalimentaires chez qui on va aller récupérer des denrées, notamment là, dans le secteur nord et le secteur est de Portneuf. On veut également augmenter le nombre d'épiceries qui vont participer à notre programme de récupération en supermarché en collaboration avec Moisson Québec. On veut également augmenter le nombre de frigos solidaires qui sont opérationnels là, dans les diverses municipalités de la région de Portneuf. Donc, c'est vraiment là, le plan pour les prochaines années, c'est de consolider et d'assurer les différents projets et d'assurer la pérennité là, de la démarche en sécurité alimentaire dans Portneuf. On poursuit maintenant dans votre bulletin d'information avec une nouvelle qui concerne l'exposition de l'artiste Catherine Blackburn. Celle-ci a débuté son exposition à la salle Albert Fortier de Cap-Santé mardi. La semaine dernière, Mme Blackburn était avec nous en studio pour parler du lancement de son livre, une autobiographie artistique nommée Émotif. L'exposition Émotive, en fait, met en valeur les œuvres de l'artiste. On retrouve donc ses œuvres dans son livre. D'ailleurs, les intéressés qui vont visiter l'exposition d'ici le 22 octobre vont pouvoir se procurer le livre de Catherine Blackburn. Selon la programmation transmise aux médias, des soirées vont avoir lieu ce vendredi et samedi à la salle Albert Fortier, toujours dans le contexte de l'exposition. Il y a évidemment plus d'informations sur l'exposition de l'artiste sur ses réseaux sociaux. En fin d'émission, un peu plus d'images vous seront présentées de l'exposition émotive de Catherine Blackburn. Au retour de la pause, on parle avec Julie Trudel, responsable de la tournée Contact Emploi Portneuf qui débute le 27 octobre prochain. Restez des nôtres. Bonjour, ici Michel Beausoleil. Il me fait plaisir d'animer cet automne l'émission Revenir de loin, une entrevue de 30 minutes avec des gens qui se sont surpassés à travers différentes épreuves qui semblaient insurmontables. Nous sommes toujours à la recherche de personnes qui souhaiteraient témoigner de leur histoire. Ça peut être vous, ça peut être quelqu'un aussi que vous connaissez. N'hésitez pas, appelez-nous 88 337 49 25. À bientôt.
Et maintenant, avec nous en studio, Julie Trudel, qui nous parle de la tournée Contact Emploi Portneuf 2023-2024 qui débute la semaine prochaine à Saint-Marc-des-Carrières. Julie, bonsoir. Bonsoir, ça va bien? Oui, merci d'être des nôtres ce soir Bien, pour parler de la tournée Contact Emploi Portneuf. Bon, pour ceux et celles qui nous écoutent à la maison et qui ne savent pas qu'est-ce que c'est la tournée Contact Emploi Portneuf, pouvez-vous nous faire une petite explication, s'il vous plaît? Tout à fait. C'est quoi cette nouvelle bébite-là, en fait? Dans le fond, les dernières, comment je te dirais, depuis un peu plus de 20 ans, il y avait le salon Contact Emploi Portneuf qui revenait à tous les printemps à l'école secondaire à Donnacona. Ouais. Le dernier qu'on a eu, c'était en 2019, le dernier salon physique dans sa forme qu'on connaissait. En 2020, on s'est fait couper un peu l'herbe en dessous du pied avec l'arrivée du virus. Oui. On a viré ça très, très rapidement en virtuel. L'année suivante, en 2021, on le fait encore 100 virtuel avec une équipe à Québec. Ensuite de ça, on a pris comme une pause pour essayer de réfléchir comment on voulait revenir. Parce que le marché du travail est complètement inversé. Hein? Quand on a créé des salons de l'emploi il y a 20 ans, par rapport à maintenant, ça n'a plus rien à voir. C'est complètement inversé. Si je peux me permettre la question, pourquoi ça s'est inversé comme ça? Bien, il y a plein de raisons qui sont liées à ça démographiquement. Hein? Il y a beaucoup plus de gens qui partent à la retraite que de jeunes qui rentrent sur le marché du travail. Puis le contexte économique aussi qui est très favorable, qui fait en sorte qu'il y a vraiment... On est en plein emploi, finalement. Donc, peut-être que la formule qu'on a inventée il y a 20 ans est peut-être moins adaptée pour le maintenant. Hein? Donc, voilà, fait qu'on s'est questionné à savoir comment on allait revenir, comment on voyait ça dans les prochaines années, puis on voulait faire quelque chose de plus léger, de plus souple et qui prenait peut-être moins, comment je te dirais, qui nécessite moins de ressources financières puis matérielles. Parce que quand on organise un salon de l'emploi, c'est une grosse organisation. Ouais. Il y a beaucoup de personnes qui sont mobilisées autour de ça. Ça prend toute une infrastructure là, de mobilier, etc. Donc, on s'est dit qu'on voulait faire ça différent. On voulait quelque chose de plus souple, quelque chose qui allait revenir de façon peut-être plus ponctuelle dans le temps. Ouais. Parce que là, ça arrivait juste une fois par année. Bien, si toi, tu es un employeur puis que ce n'est pas ta période de recrutement, participer à un salon de l'emploi, ça ne répond pas à ton besoin. Donc, on a décidé de faire 3 événements, des plus petits événements. Un qui va se dérouler le 27 octobre prochain, un qui va avoir lieu en janvier 2024 ici à Saint-Raymond, puis un dernier qui va avoir lieu à Donnacona en mars. Pour le premier événement à Saint-Marc-des-Carrières le 27 octobre, c'est où exactement? Oui, alors ça aussi, c'est une autre affaire. Ouais. Parce que là, au lieu de se dire on va attirer les gens puis les amener à notre événement, on s'est plutôt dit on va aller tenir notre événement dans des lieux publics où il circule beaucoup de gens. Donc, dans l'ouest de Portneuf, bien, c'est sûr, la plus grosse agglomération, bien, c'est Saint-Marc-des-Carrières. Et là, on s'est dit, Saint-Marc-des-Carrières, où est-ce qu'il passe le plus de gens? Ouais. À l'épicerie. Oui, ça va être un peu partout. C'est comme un incontournable. Bien, tout le monde finit par aller à l'épicerie, on n'a pas le choix, on mange. Donc, on a décidé de faire ça là et de tenir ça un vendredi. Pourquoi? Bien, parce qu'il passe beaucoup plus de gens faire leur course le vendredi qu'un lundi matin. Ouais. Fait que c'est pour ça qu'on fait ça le vendredi, de midi à 18h. Donc, on attrape les gens sur 2 périodes parce qu'il y a des gens qui finissent de travailler, qui vont s'approvisionner pour l'heure du dîner et ensuite de ça, qui sont en congé pour l'après-midi. Fait qu'on va essayer d'attraper les gens quand ils passent. Et là, bien, la manière que ça va fonctionner, c'est pas très compliqué. Ça aussi, c'est souple. Dans le fond, les employeurs, d'habitude, un salon de l'emploi, hein, doivent dégager des ressources qui vont venir passer une journée complète sur place. Là, ce qu'on a fait, il a été vraiment différent. Les employeurs avaient la possibilité de s'inscrire pour une période de 1 heure, 2 heures ou 3 heures. Donc, les gens ne sont pas obligés, les entreprises ne sont pas obligées de mobiliser leurs ressources sur place pendant une journée complète. Okay. Ils peuvent venir de façon vraiment souple. Et ce qu'on fait, c'est que on a vraiment invité les employeurs du territoire de Portneuf à afficher leur offre d'emploi sur le site Contact Emploi Portneuf. Donc, et ça, c'est tout à fait gratuit. Donc, déjà, les gens, s'ils le souhaitent, ils peuvent aller sur le site www.contactemploi.portneuf. On va sur ce site-là et on est en mesure de voir les emplois là, qui sont déjà affichés. Et les entreprises, bien, ils vont pouvoir continuer à les afficher jusqu'au 27 octobre, puis après ça, ça va continuer.
Et nous, sur place, bien, on va rencontrer les gens qui vont venir faire leur épicerie, puis on va les intercepter, si je peux dire ainsi. Ouais. Et s'il y en a là-dedans qui sont à la recherche d'un emploi ou qui connaissent des gens qui voudraient peut-être des fois faire un mouvement d'une entreprise à l'autre, peu importe, bien, à ce moment-là, bien, on va pouvoir leur remettre une carte d'affaires avec un code QR que les gens peuvent scanner et ça les apporte directement sur le site Contact Emploi. Et concernant les 3 dates, s'il y a une entreprise qui veut afficher chez vous le 27 octobre, est-ce que ça va être possible pour elle d'afficher également là, les 2 autres dates en 2024? Tout à fait. Okay. C'est vraiment là, très, très souple. Ça ne coûte absolument rien aux entreprises. Ils peuvent afficher leur poste. Une entreprise de Saint-Raymond peut très bien afficher sur le site de Contact Emploi si l'événement est à Saint-Marc-des-Carrières ou à Donnacona, peu importe. C'est vraiment le territoire de Portneuf. Tout à l'heure, vous me disiez que la réalité de l'emploi a changé en 20 ans. Et oui, hein? Justement, là, vous allez en fait dans le chemin des gens pour qu'ils puissent vous voir. Quand vous parlez de ce changement-là, on est plutôt dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre. Et ça doit paraître parce que maintenant, les entreprises doivent encore plus séduire les potentiels employés. Oui, effectivement. Puis c'est ça, les gens ont le choix des emplois. Donc, c'est important que les entreprises, oui, de faire du recrutement, mais de travailler beaucoup aussi au maintien en emploi. Hein? Parce que là, on parle de recrutement, mais il y a au-delà du recrutement, je pense que le maintien en emploi, c'est drôlement important aussi là, dans les entreprises, là, parce que ça coûte cher. Recruter de la main-d'œuvre, ça coûte cher. Être obligé de recommencer à former quelqu'un. Donc, le maintien en emploi est drôlement important. Julie, vous avez dit vous-même que c'est une nouvelle bibite, là. Et moi, j'aimerais savoir, est-ce que les entreprises ont embarqué? Est-ce que pour Saint-Marc, le 27 octobre, il y a déjà plusieurs entreprises qui vont afficher chez vous? Oui, il y a déjà des emplois qui sont déjà affichés. On s'attend à ce qu'il y en ait d'autres qui s'ajoutent sur le site Contact Emploi. Et nos plages horaires, il reste encore quelques espaces pour faire de la place, comment je dirais, à des gens. Hein? Parce que là, sur place, là, on n'a aucun mobilier. Hein? Donc, on arrive là vraiment de façon légère, si je peux dire, seulement une banderole déroulante, des cartes d'affaires. Pas du tout. Pas du tout. C'est vraiment les gens, on va être debout, on va accueillir les gens, on va donner des cartes, comme des cartes d'affaires qui vont être pour le site Contact Emploi. Puis, c'est ça, c'est très, très simple. Puis oui, on a eu une bonne réponse. S'il y a encore des entreprises qui ont le goût de venir participer avec nous. Il y a encore de la place. Allez sur le site Contact Emploi Portneuf. Vous allez voir là, les informations. Vous pouvez entrer en contact avec nous. Et puis, voilà. Vous me disiez à Saint-Marc, le 27 octobre, c'est à l'épicerie. Ce qui concerne Saint-Raymond et Donnacona, les endroits, là, si ma mémoire est bonne, à Saint-Raymond, c'est à la place de la Côte-Joyeuse. Place Côte-Joyeuse, exactement. Parce que là, pourquoi? Il y a encore des gens qui se promènent. Et après ça, ça va être à place Donnacona aussi, parce que là, puis on va être là de midi à 18 h, parce que sur l'heure du dîner, il y a beaucoup de jeunes, hein, tu sais, les jeunes qui sont en face au centre de formation professionnelle. Donc, il y a beaucoup de mouvements là, de l'école vers le centre d'achat. Donc, ça va être intéressant d'être là. Donc là, on a parlé vraiment plus pour les entreprises, mais pour les gens qui cherchent des emplois, on comprend que ça s'adresse pas mal à tout le monde. Bien oui. Ça peut que ce soit des étudiants, des gens qui sont à la retraite aussi. Hein. Des fois, il y a des gens qui sont à la retraite puis ont le goût d'occuper un emploi de façon à temps partiel parce qu'ils en ont le goût, tout simplement. Bien, il peut y avoir des postes là pour ça. Julie Trudel, merci beaucoup d'avoir parlé de ce nouveau salon de l'emploi dans Portneuf. Merci beaucoup. Merci. On poursuit dans votre bulletin d'information et maintenant, avis aux amateurs de sentiers pédestres lors de la saison automnale. Il est maintenant possible de marcher dans un sentier de 6,4 km à Saint-Léonard de Portneuf et ce, 100% gratuitement. En effet, l'organisme de bassin versant de la rivière Sainte-Anne, la CAFSA, a annoncé cette semaine la réouverture d'un sentier qui avait premièrement été conçu en 2005. J'étais sur place, voici mon reportage. Un sentier pédestre d'une longueur de 6,4 km a officiellement été inauguré au camp de vacances du Lac-Simon de Saint-Léonard ce mercredi 17 octobre. Le sentier est accessible à tous gratuitement et se retrouve à la fin du chemin Berthiaume dans le secteur du Lac-Simon. C'est un sentier éducatif où l'on retrouve plusieurs panneaux d'interprétation. Le sentier existait auparavant en 2005 depuis sa date de lancement. Avec le temps, il s'était détérioré. C'est l'organisme de la CAFSA qui s'est occupé de le remettre en service, comme il sera d'une grande aide, notamment pour les groupes scolaires.
Voici les propos de la responsable des communications à la CAPSA, Chantal Leblanc. Les travaux de réflexion que la CAPSA a réalisés en 2022 et 2023 permettent donc maintenant la coexistence du sentier avec les activités de ce grand rongeur. La construction d'une passerelle en acier d'une longueur totalisant 15 mètres, installée au-dessus des étangs et du petit ruisseau obstrué par les barrages, permet dorénavant aux visiteurs d'accéder sécuritairement au parcours complet du sentier, tout en bénéficiant d'une vue privilégiée sur l'habitat naturel du castor. En plus de redonner à la population un accès à l'environnement forestier public du lac Simon, ce projet de restauration de sentiers vise à contribuer au développement récréotouristique local dans un cadre favorisant l'importance de la conservation du patrimoine naturel en contexte de gestion intégrée de l'eau. Les travaux ont consisté à beaucoup de débroussaillage, mais également l'implantation de plusieurs passerelles et pancartes de bois, en plus d'une passerelle faite en acier. Cette dernière était absolument nécessaire pour pouvoir respecter l'habitat naturel des castors dans le secteur. On entend à nouveau Mme Chantal Leblanc concernant les travaux qui ont été nécessaires en plus des panneaux éducatifs. Plus en détail, en plus d'un tout nouveau panneau accueillant les visiteurs au départ du sentier, 3 nouveaux panneaux éducatifs et stations d'apprentissage vouées à la place qu'occupe l'eau au cœur de nos écosystèmes et de nos vies sont maintenant en place. Donc, on a un panneau sur la thématique du castor, un deuxième sur la thématique de l'écosystème lacustre et un dernier qui suggère en fait un bel hommage à la pluie. Donc, la réfection du sentier d'une longueur totalisant 6,4 km aura nécessité le travail de 175 jours hommes ou de femmes. Et la passerelle à elle seule aura nécessité le transport par barge et à bras d'hommes ou de femmes de 278 pièces de 100 livres ou moins. À terme, la CAPSA souhaite que le sentier soit pris en charge par le camp de vacances du lac Simon. On écoute pour une dernière fois Mme Leblanc. En compte avec le ministère, on est comme responsable de la gestion du sentier et de son entretien. À plus long terme, ce que l'on vise, c'est en collaboration avec le centre de vacances. C'est que le centre de vacances, on transfère cette gestion-là au centre de vacances. Mais en ce moment, les discussions sont à venir. Il n'y a rien d'assis pour ce transfert-là, mais c'est ce qu'on vise à plus long terme. C'était Danick Julien pour CJSR. Dans les affaires policières, maintenant, 5 arrestations pour conduite avec capacité affaiblie par l'alcool ou la drogue ont été effectuées dans la MRC de Portneuf et de la Jacques-Cartier lors de la dernière semaine. Donc, le 11 octobre, les policiers sont intervenus suite à une sortie de route survenue sur la rue Notre-Dame de Pont-Rouge. L'intervention a résulté en l'arrestation d'une femme de 34 ans de Cap-Santé pour conduite avec les capacités affaiblies. Un échantillon sanguin a été prélevé pour analyse. Puis, le 12 octobre, une femme de 43 ans de Laval maintenant a échoué l'éthylomètre avec un taux d'alcool plus de 2 fois supérieur à la limite permise par la loi. Elle avait été arrêtée à bord de son véhicule près de l'intersection de la route 365 et du 2e rang à Neuville. Finalement, le 15 octobre, les policiers ont arrêté un homme de 59 ans de Québec alors qu'il avait une conduite erratique sur l'autoroute 40 en direction ouest dans le secteur de Cap-Santé. On parle du kilomètre 269. Ils ont procédé à son arrestation et il a également échoué l'éthylomètre. À Donnacona maintenant. Le Metal Perrault a remporté son premier match à domicile de la saison dans la LHSAAQ, donc la Ligue de hockey senior 3A du Québec, vendredi le 6 octobre face à la nouvelle équipe, le Poulain Développement de Saint-Romuald. Ce match s'était terminé en prolongation alors que Donnacona a remporté la partie à la 3e minute de la prolongation. Il faut quand même dire qu'en début de 3e période, c'était 2-0 pour les visiteurs. Et finalement, Donnacona a réussi à se serrer les coudes et à 2 secondes de la fin du match en temps réglementaire, le Metal Perrault a égalisé le pointage. C'est le joueur Benjamin Saint-Onge qui a réussi ce tour de force.
Selon ce qu'on peut lire sur les réseaux sociaux de la franchise, 804 personnes ont assisté au match d'ouverture de l'équipe. Le Metal Perreault était également en action à Granby contre les Bisons la semaine dernière, les Bisons de Granby. C'est une autre victoire qu'a récolté la troupe pilotée par l'entraîneur André Ali et le directeur général Luc Thibault. Ce match s'est terminé par la marque de 5-3. Le Metal Perreault, est de retour en action ce vendredi demain à la maison, donc le 20 octobre. Maintenant, la loi québécoise instituant le Fonds bleu ainsi que le plan régional pour les milieux humides et hydriques de la MRC de Portneuf sont deux documents qui pourraient assurer la protection de nos lacs, de nos rivières, mais aussi de nos ressources en eau. Toutefois, alors que nous attendons toujours un cadre réglementaire précis pour le Fonds bleu, plusieurs MRC du Québec tardent à élaborer leur plan pour les milieux humides. Charles Laviolette nous a préparé un résumé. En observant la situation des lacs, des rivières et des milieux humides, on serait en droit de s'inquiéter à propos de la pérennité de nos ressources hydriques. Heureusement, la situation pourrait être sur le point de s'améliorer avec l'entrée en vigueur de la loi instituant le Fonds bleu, ainsi qu'avec la finalisation prochaine par la MRC de Portneuf du plan régional des milieux humides et hydriques. L'Assemblée nationale du Québec a adopté cet été une loi qui vient modifier de façon importante plusieurs lois touchant les ressources en eau. La loi instituant le Fonds bleu vient modifier de façon importante plusieurs lois touchant les ressources en eau. Premièrement, le gouvernement a créé le Fonds bleu qui servira à financer la protection, la restauration, la mise en valeur et la gestion de l'eau. Le fonds sera entre autres alimenté par les sommes provenant des redevances sur l'exploitation des ressources en eau. Ces dernières seront d'ailleurs en hausse à partir de janvier 2024. Les usines de pâte et papier et les compagnies minières devront payer 35 $ par million de litres au lieu des 2,50 $ qu'ils paient actuellement. L'industrie alimentaire paiera 150 $ par million de litres au lieu de 70 en ce moment, et les embouteilleurs verront leur redevance passer de 70 à 500 $ par million de litres. Le gouvernement espère ainsi multiplier par 10 les redevances sur l'eau qui sont versées à l'État québécois. Aussi, les grands consommateurs d'eau devront désormais rendre publiques les données concernant leur consommation. Nous sommes toutefois en attente d'un cadre réglementaire plus précis émanant du ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs. Dans Portneuf, on attend toujours la publication par la MRC du plan régional des milieux humides et hydriques. Ce plan servira entre autres à assurer un bilan de zéro perte nette de milieux humides dans la région. Malheureusement, la MRC, comme plusieurs autres MRC au Québec, a retardé la publication de ce document. Au bureau de la MRC de Portneuf, on évoque des changements récurrents de personnel pour expliquer ce retard. Selon la MRC, le plan pourrait être finalisé d'ici la fin de l'année. On apprenait dans le courrier de Portneuf la semaine dernière que la vache Shakira de la ferme Jacobs de Cap-Santé avait remporté le prix de la meilleure vache laitière de toute l'Amérique du Nord. Ce prix a été remis par les juges de la World Dairy Expo le 6 octobre dernier. Il faut dire que ce n'est pas la première fois que Shakira remporte ce prix, comme elle l'avait également remporté en 2021. Il faut savoir qu'elle ne pouvait pas participer en 2022. Selon l'article du Courrier, ce qui qualifie la meilleure vache laitière de l'Amérique se distingue par plusieurs critères. Il y a notamment la longueur, la croupe, les membres exceptionnels et également le système mammaire. Ce concours offre une très belle visibilité à la ferme Jacobs qui transigue des animaux aux États-Unis et au Canada, en plus d'avoir une bonne production laitière. Donnacona a dorénavant son propre parc symphonique grâce à une collaboration avec l'Orchestre symphonique de Québec. Robert Tremblay est allé voir de quoi il s'agit. On écoute son reportage. Le quai des Écureuils à Donnacona a dorénavant des résidents permanents, tout un orchestre. L'Orchestre symphonique de Québec lui-même, sous forme virtuelle. Il suffit de télécharger l'application et choisir une des 7 œuvres proposées. Là, tu vois, tu as tous les autres parcs que tu as.
Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le quai, qui est des écureuils. Là-dedans, cette pièce, tu choisis celle que tu voudrais entendre. Vous pouvez alors être bercé par la musique tout en contemplant le fleuve. Mais le plus original, c'est que vous pouvez vous déplacer parmi les musiciens. On le voit à l'écran, il y a vraiment une petite pastille, puis c'est nous le curseur finalement. Puis en se déplaçant, bon, par exemple, si je m'en vais vers les percussions, ensuite, si je me dirige par là-bas, je vais être plutôt du côté des corps. En avant, ici, je serais plutôt chez les contrebasses, ici, chez les premiers violons. Donc, vraiment selon notre déplacement. On peut aussi là, vraiment s'arrêter à un endroit pour qu'on soit bien géolocalisé, puis qu'on puisse bien entendre l'instrument en question. Ici, on est à la place du chef d'orchestre. Oh, wow! Vous pouvez vous mettre à l'emplacement même du chef pour avoir le son le plus complet possible. Un lutrin permanent sera d'ailleurs placé exactement là. C'est vraiment pas juste prendre un disque puis le mettre dessus. Non, c'est ça, exactement. C'est vraiment tout un processus parce qu'il faut l'enregistrer, puis il faut vraiment... il y a une quinzaine de sections instrumentales différentes. Chacune doit vraiment aller faire sa session en studio pour qu'on ait vraiment cette distinction-là de chacune ensuite quand on se promène. Donc, c'est vraiment un gros travail technique aussi pour arriver à ce résultat-là. Ce n'est pas la première fois que l'OSQ crée ce type d'installation, mais c'est le premier emplacement en dehors de la ville de Québec où il le fait. Et vous avez choisi Donnacona comment? Pourquoi? En fait, ça, c'est... faut dire merci à Dani Blais de Culture Donnacona. C'est elle qui m'a approchée en disant hey, on a vu ça passer, on pense que ça serait intéressant pour notre quai. Il me semble que ce serait une belle façon d'allier culture et plein air, nature. Donc, de là est partie l'idée, puis on a travaillé ensemble avec Karen Rabi aussi de la ville de Donnacona pour développer le tout, puis faire en sorte de dévoiler cette nouveauté-là aux citoyens aujourd'hui. Est-ce qu'il va y avoir d'autres endroits comme ça, dans Port-Neuf ou ailleurs au Québec? Il n'y a pas de plan encore précis, mais c'est certain que l'application continue de se développer. Donc, c'est certain que c'est une chose qu'on veut faire, d'aller dans plus de parcs, dans plus de régions. C'est certain que c'est quelque chose qu'on veut développer. Aubert Tremblay pour CJSR. Un peu plus tôt dans le bulletin, on vous parlait du nouveau camion réfrigéré de la table de concertation alimentaire de Port-Neuf. Il se trouve que toujours dans le cadre de la journée de réflexion en sécurité alimentaire qui s'est tenue au Moulin-Marcoux, nous avons appris que la compagnie Promutuelle Assurance Port-Neuf-Champlain a également attribué une aide financière de 50 000 $ à Solidarité citoyenne Port-Neuf pour la distribution de collations dans les écoles de la région. Ce nouveau partenariat débute cet automne et s'étire sur 2 ans, qui totalise donc 50 000 $ pour le développement du volet jeunesse et la distribution de ces collations dans les écoles. Sylvie Germain, la coordonnatrice principale de la table de concertation en sécurité alimentaire, s'est réjouie de ce partenariat qui va permettre la continuité de Collations Santé Port-Neuf. Depuis 2010, Collations Santé Port-Neuf procure des repas aux enfants d'âge scolaire dont les familles vivent des situations économiques difficiles. Plusieurs facteurs peuvent précipiter une famille dans une situation précaire, comme la maladie, des difficultés au travail ou encore des soucis financiers. Avec cette aide, Collations Santé Port-Neuf pourra aider environ 300 jeunes de la région entre 2023 et 2024. Vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes à la période de l'Halloween pour les familles qui nous écoutent et qui vont préparer peut-être des citrouilles ce week-end. Une artiste de Port-Neuf a réalisé une capsule pour vous. Voici donc la capsule réalisée par Christine Genet avec l'aide de notre caméraman Philippe Papillon pour savoir comment peut-on donc préparer avec la peinture ces fameuses citrouilles. Je vais vous dire qu'est-ce que ça vous prend pour commencer. Ça vous prend soit une palette de peinture pour mettre votre peinture ou un petit plat en styromousse. Ça donne rien de... Si vous n'avez pas de palette, là, allez pas vous en chercher. Ça, c'est des petits plats à viande, là, fait que vous avez le choix de vous en garder, puis on met notre peinture dedans, puis c'est parfait.
Après ça, ça va vous prendre des pinceaux. Pas obligé d'avoir autant de pinceaux, mais ça en prend au moins 1 à 11 si vous êtes capable. Un plat. Après ça, un liner. Puis un pinceau rond. Si vous avez des petits pinceaux carrés comme ça, c'est parfait. Là. Puis ça peut être du Dollarama, il y en a, là, puis c'est parfait. Là. Après ça, comme peinture, là, moi j'ai pris de la Delta, puis de la Ceramcoat, de l'Americana, puis j'ai pris de la Golden. Fait que c'est ça, ça vous prend. Un blanc, un noir, un brun, un vert, un gris, un comme orangé. J'ai pris celle-là, mais celle-là, vous n'avez pas de besoin. Si vous avez le brun, vous pouvez mettre un petit peu d'eau dedans, il n'y a pas de problème. Fait que ça vous prend aussi des essuie-tout, bien important, puis un plat d'eau. Fait que c'est tout ce que ça vous prend pour faire l'atelier avec, bien évidemment, une citrouille. Alors, comme indiqué dans la capsule réalisée par Philippe Papillon, vous allez pouvoir voir une émission complète sur la fabrication de ces citrouilles-là, réalisée, comme je disais, avec Mme Christine Genet. Maintenant, en cette fin d'émission, CJSR tient à vous inviter personnellement au 5e match de la saison régulière de la Ligue d'improvisation Portneuf-Alouette, ce qui veut dire le 6e match au total de cette nouvelle ligue qui est chapeautée notamment par CJSR, mais en collaboration avec le cinéma Alouette. Le match va avoir lieu lundi, lundi prochain à 19h au cinéma Alouette. L'entrée est entièrement gratuite et les images que vous voyez présentement ont été prises lors du match de cette semaine où l'équipe mauve et jaune se sont affrontés. Le match s'est terminé en faveur des jaunes par la marque de 9-8, très serré, s'est terminé en prolongation. Je veux vous rappeler qu'il est possible d'aller voir ces matchs-là et même gratuitement tous les lundis à 19h au cinéma Alouette. D'ailleurs, je répète que c'est gratuit et c'est le 23 octobre prochain, le prochain rendez-vous. Les matchs d'improvisation sont par la suite diffusés à CJSR la semaine après leur enregistrement. Donc, vous pouvez toujours, si vous n'avez pas été là pour le match, vous pouvez toujours les revoir autant sur la télévision, mais également sur le web. Le bingo CJSR poursuit sa lancée ce dimanche à 18h sur nos ondes. Les cartes sont disponibles comme d'habitude chez nos dépositaires habituels. Pour en nommer que quelques-uns, il y a le dépanneur Yves à Pont-Rouge, la station-service Ultramar à Saint-Marc et Alimentation du Plein à Saint-Raymond. L'animateur pour cet épisode du bingo CJSR sera M. Christian Raté. Maintenant, c'est ce qui complète le bulletin d'information en ce 12 octobre 2023. En fait, non, on est un petit peu plus tard, là. Merci à l'équipe, soit Luc Robitaille, Tony Vizina, Carole Glonier, Philippe Papillon, Charles Laviolette, Aubert Tremblay et Suzy Bertrand. Nous sommes le 19 octobre. On se laisse avec des images qui ont été prises lors de l'exposition émotive de Catherine Blackburn. Mon nom est Danick Julien et je vous souhaite un très bon week-end.